autres ont succombé suite à des tortures. Il y a un jeune homme que je connais bien, mais qui a également laissé une veuve et 3 enfants. Qui revenait du boulot, il a expliqué clairement que je ne suis pas un Koulouna, je ne suis pas un enfant des Évrais. Je reviens du boulot, j'ai une femme, je suis un père de famille. Mais on l'a arrêté. Sous le coup des tortures, la personne a succombé après. On arrête les gens, on les amène au bureau de la police. Et aujourd'hui, beaucoup de familles sont implorées au là-bas. Beaucoup de familles, on est en train de noter même les gens qui sont disparus, qu'on ne retrouve pas. Il y a des familles qui réclament les leurs jusqu'à aujourd'hui. Et la société civile qui est montée au créneau. Ces informations ont été diffusées même sur la RFI, mais l'autorité provinciale nous parle de 3 morts, dont 2 qui se sont battus sous l'effet d'ivresse, dans un état d'ivresse, et ils sont morts. Lequel nous nous attendons sera toujours le même, parce qu'il y a eu des commissions, beaucoup de commissions qui ont été montées au niveau de cette assemblée provinciale, mais qui n'ont pas donné de résultats escomptés. Et cela n'a jamais enchanté tout un peuple. Parce que, avec ce qui se déroule, depuis que la province est dans une gouvernance. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est un grand honneur de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Les détails, une émission axée autour de l'analyse des questions d'actualité, de grandes questions d'actualité. On va se focaliser sur la gestion de la province du Lualaba. Vous avez appris il y a peu la criminalité qui a pris une grande ampleur. On va essayer de revenir sur ça. Cette affaire des Kanyamaka Siseki continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Et nous apprenons même que la société civile de cette province doit marcher. C'est 9 août, question de s'opposer contre la criminalité. On va essayer d'aborder toutes ces questions, mais aussi on va essayer de faire le point sur d'autres points, d'autres sujets d'actualité, notamment la déclaration de l'Union sacrée qui décrit, qui dénonce l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. On va essayer de revenir sur les mouvements de manifestation contre la MONUSCO, l'affaire Jean-Marc Kaboun. On va essayer de prendre un peu le tout. Sur ce plateau, je reçois M. Ben Akili, il est journaliste. Il a beaucoup évolué à Kolwezi et là, il est à Kinshasa. Avec lui, on va essayer de décortiquer toutes ces questions. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Hervé. Comment allez-vous? Non, ça va, ça va. Et vous-même? Ah, ça va, ça va, ça va. Vous avez fait rapidement un aller-retour Kinshasa-Kolwezi. Comment la situation de cette contrée? En tout cas, nous sommes allés à Kolwezi parce que c'est chez moi. C'est là où il y a ma petite famille. Exact. J'ai été rendu là-bas pour d'abord, c'était en visite privée, également achever un travail qu'on avait amorcé. On poursuivait un dossier là dans le cadre de nos enquêtes. Mais tout de suite, c'est d'emblée directement quand vous arrivez à Kolwezi, nous nous sommes rendus compte que de plus en plus nous décrions et de plus en plus sur le terrain, c'est un régime de terreur, d'intimidation qui est imposé aux paisibles populations au niveau de la ville de Kolwezi. Alors, avec cet état des choses, vous allez constater que sur le terrain, c'est vraiment de la trouille qui sévit dans les chefs de la population et qu'aujourd'hui nous avons un clan au niveau de Kolwezi en particulier et de Lualaba en général qui se permet de tout faire au détriment de la paisible population. Mais nous osons croire qu'avec les démarches qui sont entreprises, les choses iraient mieux pour que le véritable état de droit puisse se faire sentir au niveau de la province du Lualaba. Très bien, on va revenir sur la situation dans cette province, mais on va quand même prendre comme ça quelques sujets d'actualité. Vous avez appris depuis hier la déclaration des ténors de l'Union sacrée. Le Premier ministre Sama Lukonde, Jean-Pierre Bemba, Augustin Kabouya, bref, tous les sociétaires de l'Union sacrée se sont réunis pour passer en revue la situation du pays, ce qui a un peu dérangé au niveau de l'opinion. Ils sont congolais, ils ont le plein droit de pouvoir également s'adresser au peuple congolais. Mais beaucoup plus, j'ai vu dans cette déclaration que nos amis de l'Union sacrée ou les tenants de cette Union sacrée s'adressent aux puissances qui sont derrière le Rwanda. Parce que vous êtes sans savoir, Hervé,
que c'est bel et bien le Rwanda, comme le chef de l'État l'avait dit, c'est le Rwanda qui soutient les M23. Et derrière le Rwanda se cachent des puissances étrangères qui profitent de cette guerre pour également extraire les minerais au niveau de la République démocratique du Congo. Et je crois qu'avec l'arrivée du secrétaire d'État américain, oui, c'était une occasion pour les membres de l'Union sacrée de pouvoir faire cette déclaration afin également de faire voir au secrétaire d'État américain que nous en avons marre avec cette agression rwandaise et nous voulons en terminer. Il faut vraiment demander au Rwanda de nous laisser libres et également de retirer ses troupes afin de laisser les populations congolaises de vivre en harmonie. Donc c'est un peu ça, mais aussi, vous savez, depuis que cette histoire a commencé, il y a beaucoup de ces politiciens qui n'ont pas eu à prendre parole. Moi, je crois qu'il ne faut pas également chercher à sauter toujours sur les occasions parce qu'il y a tel qui arrive, il faut faire voir. Et qu'est-ce que ça va changer les passages de ces secrétaires d'État américains? Ce n'est pas une première visite, hein? On en a reçu. Oui, bien sûr, mais je sais que c'est également dans le cadre de la diplomatie. Vous savez, quand vous réclamez tant de choses et que vous êtes cramponné dans votre chambre, il n'y a pas de visiteurs qui viennent, je crois que cela n'apporte pas de solution. Mais lorsqu'il y a des visiteurs qui arrivent, c'est dans l'optique également de trouver certaines solutions par rapport aux problèmes qui vous rongent. Je crois qu'avec son arrivée, certaines solutions pourraient être trouvées par rapport aux problèmes qui touchent la République démocratique du Congo, notamment la guerre à l'Est. Autre question de curiosité, c'est l'absence de Vital Kamerhe. Je dirais même, bon, Moïse Katumbi, je ne sais pas s'il avait délégué quelqu'un de son parti. Je n'ai pas vu un nom d'ensemble dans cette liste, mais Vital Kamerhe qui est ici, je crois, à Kinshasa, mais qui s'est fait aussi représenter par le secrétaire général adjoint, je crois, de son parti politique. Oui, qu'est-ce qui se cache derrière cette absence? Est-ce que Vital Kamerhe s'est dit non membre de l'Union sacrée? Parce que quand l'Union sacrée a vu le jour, lui, il était déjà emprisonné, je crois. Non, mais le problème n'est pas la présence de Vital Kamerhe. L'UNC était représenté. L'UNC est membre de l'Union sacrée. Donc on ne doit pas chercher de problème parce que Jean-Pierre Bemba effectuer les déplacements. Peut-être qui sait, peut-être que qui le sait, peut-être que Vital Kamerhe avait certains problèmes qui les préoccupaient. Peut-être ça. Mais comme l'UNC était présente, je crois qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Ce qui intéresse beaucoup plus, c'est la nation. Donc ce ne sont pas les individus qui intéressent, mais plutôt la nation qui nous intéresse. Le cas Moïse Katumbi, est-ce qu'il est toujours à l'Union sacrée? Non, il a une position trop ambiguë, on ne sait pas trop. Moïse Katumbi, est-il dans l'Union sacrée? Est-il déjà parti? Moïse Katumbi l'a toujours dit, il fait de l'opposition républicaine. Là où ça ne marche pas, en même temps, il est au pouvoir. Il est au pouvoir, bien sûr, c'est dans le cadre d'une coalition, Hervé. Donc on ne peut pas lui en vouloir parce que qu'on peut combattre un gouvernement pour lequel vous avez délégué des gens? Lui ne combat pas. Il ne combat pas. Il donne plutôt, il apporte plutôt certaines solutions. Quand il y a de problèmes, il interpelle les dirigeants. Attention ici, là où vous commencez à aller, donc ça ne va pas tenir. Donc il faut réajuster les tirs. Donc je ne crois pas que Moïse Katumbi est en train de combattre ceux-là qui sont en train de diriger. Il a des délégués au gouvernement. Oui, il doit s'adresser à eux directement. Non, mais, chacun dans oui, mais quand il s'adresse, il ne doit pas commencer à s'adresser à une personne après l'autre. Il s'adresse à tout le monde. Et que ce soit le président de la République, le Premier ministre, tous les membres du gouvernement doivent se retrouver. Très bien. Le C. Jean-Marc Aboud est convoqué à 2 reprises à l'Assemblée nationale. Il a dit non à Christophe Mbosso. Il a été reçu hier par le cardinal Fridolin Ambongo. Pensez-vous aujourd'hui que les services de sécurité ne rendent-ils pas Jean-Marc Aboud beaucoup plus important? C'est ce qu'on a toujours dit. Vous savez, il y a ces principes-là qu'il faut toujours arriver à respecter dans ce pays. Jean-Marc Aboud était libre de pouvoir se prononcer, de pouvoir quitter le chef de l'État, de pouvoir se rallier derrière l'opposition, mais chercher à lui mettre des bâtons dans les roues, je crois que c'est lui rendre également populaire là où il ne pouvait pas avoir un bon nombre de gens. Donc il faut lui laisser tellement libre de s'exprimer et chercher à l'interpeller à chaque fois auprès de la justice.
Je crois que c'est chercher une chose et son contraire. Parce que tantôt nous disons que nous sommes dans un état de droit, mais d'un côté également, nous faisons des choses qui freinent également la bonne marche de cet état. Donc je crois que les autorités judiciaires également politico-administratives doivent en tout cas en tenir compte pour laisser les gens s'exprimer librement. Parce que si vous cherchez, lorsqu'un politique parle et vous cherchez à lui mettre des coques en jambes, je crois que cela va mettre en déroute, il y aura toujours des problèmes qui vont s'en suivre après et ça ne donnera plus la bonne image de cet état de droit que nous prenons tous. On va cette fois-ci s'envoler pour les lois là-bas. Vous venez d'ailleurs, je le disais à l'entame de cette émission, d'Écologie il y a peu. Alors dites-nous, qu'est-ce qui se passe réellement dans cette province? On a parlé récemment de la criminalité qui a pris de l'ampleur, cette histoire de Kanyamaka CC, la marche de la société civile. Qu'est-ce qui ne va pas au niveau des lois là-bas? Ce qui ne va pas, c'est, Hervé, la gestion actuelle de Mme Masuka. Le dossier Kanyamaka CC, d'après les informations reçues, Madame aurait donné un chiffre, aurait présenté un chiffre qui n'était pas, les chiffres qu'elle n'était pas capable de prouver sur le terrain. Elle dit au service national, chez moi, j'ai autant des enfants désœuvrés ou soit des enfants dits de la rue. Alors il serait mieux de venir les récupérer afin de les amener à Kanyamaka CC. Mais quand le service national arrive, on lui présente un chiffre qui n'était pas avancé. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait maintenant arrêter tout le monde. C'est pourquoi vous avez vu les modes opératoires pour récupérer les chèques sur les terrains dans la rue. C'était vraiment inadmissible. Et il faut vous rappeler ici qu'il y a eu même brassage. La police, l'armée et la garde républicaine ont été utilisées dans cette démarche pour arrêter des gens. Et dans ces lots ou dans les gens qu'on a pu arrêter, on a arrêté même les innocents. Ah bon? Les gens qui revenaient de leur boulot. Les étudiants se retrouvent aujourd'hui à Kanyamaka CC. Des élèves qui se préparaient pour la rentrée scolaire se sont vus embarquer des forces pour aller à Kanyamaka CC. Des mamans qui restent seules, comme communément on les appelle les femmes libres. Exact. Mais elles se sont vues embarquer des forces. Mais c'est quoi la motivation derrière ça? Mais la motivation, comme on a toujours dit, on ne dirige pas sur base des mensonges. Madame a avancé un chiffre qui n'était pas réel au niveau de sa province. Que j'ai presque près de 300 enfants désœuvrés. Maintenant, le moment de les présenter, on trouve que le nombre était minime. Alors pour combler les vides, il fallait s'adonner à des arrestations arbitraires, ce qui a conduit même à des pertes en vies humaines. Aujourd'hui, nous déplorons la mort de plus de 20 personnes. Les autres ont été tués à balles réelles, les autres ont succombé suite à des tortures. Il y a un jeune homme que je connais bien, mais qui a également laissé une veuve et 3 enfants. Qui revenait du boulot, il a expliqué clairement que je ne suis pas un Koulouna, je ne suis pas un enfant désœuvré. Je reviens du boulot, j'ai une femme, je suis un père de famille. Mais on l'a arrêté. Sous le coup des tortures, la personne a succombé après. On arrête les gens, on les amène au bureau de la police, commandement ville. Le commandant ville, le colonel Katambo, que je cite ici, il se rend compte qu'il y a des innocents. Nous devons libérer certains enfants. Mais il libère, mais cela lui a coûté 48 heures de cachot. Ah bon? Mais je vous dis, ce que j'ai dit est vérifiable. Qui a fait arrêter ces commandants? Mais c'est Mme Mansour qui a fait arrêter le commandant ville. Au nom de quelle loi, au nom de quel principe? C'est ce qui s'opère actuellement au loi là-bas. Donc vous dites des choses contraires à ce que Mme Mansouka veut, donc vous n'êtes pas là. Mais est-ce que les procureurs, à Colosse, il n'y a pas un procureur? Non mais le monsieur, c'est un colonel, le foule, il a fait 48 heures au cachot. Oh, ça c'est grave. Sur ordre de Mme Masuka. C'est juste après, c'est ce qui a même fait monter au créneau l'inspecteur général de la police, le général Raous, qui a diligenté une équipe, l'antenne de l'inspection générale de la police, du Haut-Katanga jusqu'à Kolwezi, pour enquêter sur cette situation.
Donc c'est vraiment inadmissible. Inadmissible, Hervé, de voir qu'une autorité qui est civile fait arrêter une autorité militaire. Non, Il n'y a qu'au là-bas qu'on peut vu vivre. dans ces pays. Mais bien sûr, il n'y a qu'au là-bas qu'on peut vivre ça. Et l'on voit juste après, quelques jours après, Madame Assou qui va passer à la télé pour commencer à s'expliquer. Et non, ce sont mes enfants. Mais qui a appelé ces enfants-là délinquants? N'est-ce pas vous? Et qui a dit au service national que chez moi, j'ai beaucoup de délinquants, il faudrait venir les récupérer pour les amener à Kanyamaka CC? Voilà ce qu'il y a eu. Et aujourd'hui, beaucoup de familles sont implorées au là-bas. Beaucoup de familles, on est en train de noter même les gens qui sont disparus, qu'on ne retrouve pas. Il y a des familles qui réclament les leurs jusqu'à aujourd'hui. Et la société civile qui est montée au créneau. Ces informations ont été diffusées même sur la RFI, mais l'autorité provinciale nous parle de 3 morts, dont 2 qui se sont battus. Oh. Sous l'effet d'ivresse, dans un état d'ivresse, et ils sont morts après. Mais vous vous moquez de qui? On se moque de qui, Hervé? L'opération s'est mal déroulée, et si je vous montre ces images laissent à désirer. Vous n'allez pas en tout cas supporter. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de tous ces jeunes gens qu'on a arrêtés? Est-ce qu'ils ont été conduits à Kanyamaka CC ou oui, mais certains ils ont été relaxés? Non, beaucoup ont été conduits à Kanyamaka CC. Beaucoup se retrouvent déjà là-bas, mais je ne sais pas. Il y a un étudiant il se retrouve à Kanyamaka CC. Madame a promis de se rendre dans les jours à venir elle-même à Kanyamaka CC pour voir de près est-ce que réellement il y a des enfants, il y a des écoliers, il y a des étudiants. Mais il y en a. Il y en a. Aujourd'hui, là, le ministre provincial de l'Intérieur, qui devrait d'ailleurs être interpellé directement, même Madame Masuka mérite une suspension parce qu'au regard de la loi, ce qu'elle a pu faire, ça ne tient pas debout parce que les organisations membres de la société civile n'étaient pas associées à ces modes opératoires. Il fallait intéresser la société civile pour qu'on arrive à dénicher, bien sûr. Parce qu'on a toujours dit avant de passer aux actes qu'il faut faire un travail en amont. Exact. Mais est-ce qu'il y a eu un travail qui a été fait en amont? On a vu des enfants de moins de 5 ans être ramassés dans la rue par des policiers. Mais cet enfant-là va grandir avec l'image. C'est du traumatisme. Et par après, on va nous dire, non, on les a ramassés pour les amener dans des centres, parce qu'ils sont au total 32. Les amener dans des centres d'hébergement. Mais est-ce que la province a eu à construire ces centres? Est-ce que la province a eu à faire un travail en amont pour qu'après, qu'on récupère ces enfants de moins de 5 ans? Mais qui doit les récupérer? Même la manière de récupérer ces enfants devrait quand même honorer. Ce sont les policiers, on prend les enfants, on les met derrière la pick-up de la police, dans une brutalité totale. Mais si on prenait juste un bus, on ramasse des enfants, on leur donne des sucres, des biscuits, mais ces enfants-là se sentiraient très à l'aise. Comme on dit que non, ce sont des orphelins. Donc, dans tout ça, que dit ou que fait l'Assemblée provinciale? Non, mais c'est une assemblée dont son travail a été toujours... entendu une interpellation vis-à-vis non, c'est vrai qu'ils sont en vacances parlementaires. Je crois qu'ils devraient convoquer une session extraordinaire pour le rapport des commissions qui étaient diligentées. Mais déjà, nous avons appris, l'Assemblée a pu mettre en place une commission parlementaire pour enquêter sur cette affaire. Et cela quelques jours après. Nous savons comment ça se termine. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et ici même, j'ai vu la population s'élever pour réclamer un député provincial qui s'appelle Patrick André Thierry Kakwata de pouvoir se retirer de la commission. Il est député provincial. Il est nommé dans cette commission-là comme étant président, mais sous la coordination du président de l'Assemblée provinciale. Le président de l'Assemblée qui est critiqué tout le temps pour être en connivence avec Mme Masuka, parce qu'il ne fait pas bien son travail des contrôleurs sur le terrain. C'est le président qui est devenu affairiste au regard de la loi. Sur le terrain, le président de l'Assemblée provinciale ne tient pas, en tout cas, ne fait pas bonne presse par rapport au travail qui lui est confié. Sur le terrain, certains députés sont devenus de plus en plus affairistes que députés contrôleurs. Et cela laisse à désirer. Et nous pensons que
le résultat auquel nous nous attendons sera toujours le même. Parce qu'il y a eu des commissions, beaucoup de commissions qui ont été montées au niveau de cette assemblée provinciale, mais qui n'ont pas donné de résultats escomptés. Et cela n'a jamais enchanté tout un peuple. Parce que, avec ce qui se déroule, depuis que la province est dans une ingouvernabilité totale, l'Assemblée provinciale profite de cette occasion pour certains députés de se faire de l'argent. Vous pouvez vous imaginer qu'au sein de cette Assemblée provinciale, il y a de ces députés-là qui touchent à la fin de chaque mois 50 000 $. Pour quel travail? Mais parce qu'ils soutiennent Mme Masuka. Oh. Parce qu'ils marchent des pairs avec Madame. C'est vraiment inadmissible. L'Assemblée provinciale, vous savez combien elle reçoit à la fin de chaque mois pour son fonctionnement? 1 300 000 $ américains. Pendant que le peuple souffre, pendant que la province manque même de bâtisses qui peuvent honorer, pendant que la province manque des routes, des dessertes agricoles. Mais les députés à eux-mêmes, un député au niveau du Lualaba reçoit 14 000 $ plus 5 000 comme frais de... C'est destiné à son logement et à d'autres dépenses. Les émoluments des députés sont-ils établis en fonction des provinces ou comment? Parce que si l'Assemblée provinciale de Kinshasa, oui, c'est pas qui nous disait qu'il touchait 9 000, 8 000 ou 9 000 $. Oui, c'est par rapport aux recettes. Par rapport alors, au aux niveau provinces. de l'Assemblée nationale, il y a des députés qui disent qu'ils touchent 3 000 $. Mais comment expliquez-vous que les députés provinciaux les députés provinciaux, oui, je révèle ici, les députés provinciaux du Lualaba, en dehors de la prime provinciale, il y a une prime qui vient du gouvernement central. À la fin de chaque mois, l'Assemblée reçoit 780 000 $. Donc, dans le calcul plus simple, un député provincial toucherait 30 000 $ au niveau du Lualaba. Pour quel travail? Il y a de ces députés-là qui vous travaillent. Vous sentez qu'ils sont du côté du peuple. Mais il y a de ces députés-là, depuis que la situation d'ingouvernabilité s'impose au Lualaba, en tout cas, eux, c'est une occasion de se faire de l'argent. Et ici, nous regrettons de cette passivité que nous constatons au niveau national, parce que avec ce qui se déroule au niveau de la province du Lualaba, le ministre national de l'Intérieur devrait quand même interpeller Mme Masuka. Je n'ai pas entendu réagir en tout cas. Devrait interpeller. Peut-être on attend juste parce que la commission nationale devrait descendre d'ici là, au niveau de Kolwezi, pour enquêter également sur cette affaire, pour comprendre comment la police est-elle arrivée à pouvoir tuer les gens, à torturer, et comment l'opération s'est mal tournée. Parce que la même opération s'est passée partout. Kinshasa ici, Congo central, Lubumbashi, on n'a pas regretté, on n'a pas déploré des morts. Mais pourquoi seulement au Lualaba? Parce que l'on veut diriger sur base des mensonges. L'on veut donner, avancer des chiffres qui n'existent pas. Maintenant, pour faire plaisir aux dirigeants nationaux, il faut en tout cas arriver à arrêter les gens d'une manière arbitraire. Voilà ce qui a été. Alors la situation de la province ne fait que s'empirer. Alors, pensez-vous aujourd'hui, ou que préconisez-vous aujourd'hui en termes de solutions? Il y a Richard Mouyens qui est, je dirais, bloqué à Kinshasa, qui ne sait pas regagner Kolwezi. Madame Masuka a critiqué pratiquement tous les jours, sa gestion pose problème, violation de la loi et qu'on sort. Alors, la solution au problème de cette province viendra d'où? Les chefs de l'État est le seul maître de pouvoir trouver solution à cette problématique qui sévit dans la province du Lualaba. Si aujourd'hui nous continuons à décrier, je crois qu'il est quand même, c'est un homme, il écoute quand même. Je crois qu'il n'est pas du tout une porte d'à côté pour entendre tous ces cris d'alarme de la part du peuple lualabais. Je crois qu'il pourra quand même tenir compte de tout ce qu'on lui raconte. C'est vrai, il y a de ces gens-là, un groupe d'individus qui se retrouvent par rapport à la situation qui se passe au Lualaba. Je dois vous révéler un secret. Allez-y. Masuka, c'est vrai, ce n'est pas du tout elle. Tout autour d'elle, on a juste battu un mythe. Les gens se retrouvent et elle est en train de subir la pression de la population. Aujourd'hui, vous pouvez vous imaginer, il y a une entreprise locale, minière bien sûr, elle devrait quitter dans un site minier,
Mais comme il y a un proche du président de la République qui reçoit 350 000 $ qu'on lui envoie par cette entreprise. Pour quel travail? Non, mais parce que on doit laisser l'entreprise travailler là-bas et c'est lui qui en bénéficie au détriment du peuple. L'entreprise est-elle en ordre avec l'État congolais? Non, l'entreprise, son contrat a déjà pris fin. Dans les sites où elle était implantée, elle doit libérer les sites pour que l'entreprise congolaise puisse s'installer. L'entreprise de l'État puisse maintenant s'installer. Mais comme cette entreprise privée donne de l'argent à un proche du président de la République, voilà jusqu'à aujourd'hui, elle continue à exercer. Donc on protège l'illégalité. Il y a un monsieur, un député provincial ici, au niveau de Kinshasa, qui touche à la fin de chaque mois 600 000 $ qui proviennent du Lualaba. Il est député provincial de Kinshasa. Parce qu'il est proche du pouvoir. Il touche 600 000 $. Mais je vous dis, c'est vérifiable. Et cet argent est extrait d'où? Dans la redevance minière que reçoit la commune de Dilala. Dans ça, Mme Assouk a dit non, vous devrez envoyer à tel 600 000 $. Aujourd'hui, la province, si nous pouvons parler en termes plus clairs, la province, elle est saignée, comme qui dirait, c'est une femme de l'Est qui a été violée par les assaillants. Parce que la gestion de Mme Assouka du jour au jour laisse à désirer. Et cela se passe sous l'œil impuissant de certaines autorités nationales. Est-ce que le président n'est pas au courant de tout ça? Oui, le président est au courant. Je crois que peut-être il cherche à réunir toutes les preuves pour arriver à agir. Mais la situation est en train de s'empirer parce que avec ça, lui-même, le président Tshisekedi ne fera pas bonne presse au niveau de Koulouzi. Ça, on ne cessera de le dire. Parce que les actes que pose Mme Assouka sur le terrain, ces actes poussent au Lualabé d'haïr davantage le président de la République. Parce que tout ce qu'elle fait, c'est au nom du président de la République. Pourtant, arrêter les gens. Les gens sont morts. On va dire, c'était sur instruction du président de la République qu'on a dû arrêter les gens pour les amener à Kanyamaka Sissé. Mais oui, on n'est pas contre ces services nationaux. Cette opération Kanyamaka Sissé, parce qu'on a vu des jeunes gens qui ont appris différents métiers, qui sont devenus aujourd'hui très utiles à la société. Exact. Mais les modes opératoires, c'est ce qui n'est pas bon. Au niveau de Koulouzi. Parce qu'ailleurs, il n'y a pas eu de morts. On n'a pas pu déplorer des morts. Mais pourquoi à Koulouzi, il y a des familles qui pleurent les leurs? Et cela, madame, ne dit absolument rien. Madame avance un chiffre minime, 3 morts, dont 2 sont morts après cette bagarre. Ça fait mal. On va terminer l'émission. Alors, à ce jour, quelle est la situation de Richard Mouyej? Il a été, disons, l'Assemblée provinciale avait autorisé des poursuites judiciaires contre lui. Il est à Kinshasa, il ne s'est pas regagné Kolwezi. Bref, quelle est sa situation? C'est un homme libre de tout mouvement. Il est à Kinshasa. Vous savez, quand vous êtes autorité, vous ne pouvez pas vous déplacer sans autorisation de votre hiérarchie. Richard Mouyej, en tant que gouverneur, jusqu'à preuve du contraire, il n'attend que le jour J pour regagner sa province. En 2023 n'est plus loin. Mais quel que soit le temps que cela peut prendre, mandat risque de passer comme ça. Mais c'est aux autorités nationales de pouvoir en tirer conséquence. Parce que lui, en tout cas, il ne se reproche de rien et il n'attend que les mots d'ordre pour qu'il puisse descendre dans son lot là-bas. Même pas en étant gouverneur, mais en étant citoyen comme tout le monde. Parce que jusque-là, il a la casquette de gouverneur. Et l'Assemblée provinciale, c'est vraiment de la honte. L'Assemblée pensait que, après le retrait de la confiance, après le retrait, l'autorisation de poursuites judiciaires, directement on devait arrêter M. Mouyej. Mais elle constate, comme tout le monde, qu'elle n'a pas pu bien faire son travail. Et c'est de la honte, de l'ignominie, de l'opprobre qu'elle s'est elle-même jetée. Très bien, on a terminé l'émission. La caméra est là devant vous. Votre dernier message au public, aux autorités, en rapport avec la situation du Lualaba, et puis on va se séparer. Monsieur le Président de la République, je m'adresse particulièrement à vous. Les Lualaba s'émeurent. Avec ce qu'il y a eu aujourd'hui, après l'opération Kanyamaka Sissé, des familles sont en train de pleurer les leurs. Et au niveau local, l'exécutif provincial nous parle de 3 morts. Monsieur le Président de la République,
il serait mieux de prendre une décision si urgente pour que la situation redevienne à la normale au niveau de la province du Lualaba. Sinon, le peuple continue toujours et continuera à vous haïr parce que ce qu'on lui présente sur le terrain, on lui dit toujours c'est sur base de vos instructions que cela est fait. Est-ce que c'est vous qui avez donné l'ordre à la police de torturer les gens? En tout cas, le peuple lualabais a besoin de votre aide pour que la situation redevienne à la normale. Ben Akili, merci de votre disponibilité. Merci beaucoup Hervé. Fin de cette émission, à toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir. Profondeur TV, la télévision aux informations